vous avez un sein très inflammatoire. Après, oui on peut avoir des seins encore plus inflammatoires, mais là, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc la complication des prothèses, donc il faut faire une IRM mammaire pas systématiquement dans la surveillance des prothèses, mais lorsqu'on suspecte une complication. Donc en général, le plus souvent c'est une suspicion de rupture, un trave extracapsulaire ou une suspicion de capsulite, un sein qui sera inflammatoire, qui aura grossi. Le chirurgien pourrait être amené à vous demander une IRM mammaire pour déceler une éventuelle capsulite, sachant qu'on commencera toujours par l'échographie dans ces indications-là. Enfin, quand l'échographie ne permet pas de répondre seule, on ira volontiers à l'IRM mammaire qui présente des séquences spéciales silicone. Donc pour les prothèses en silicone, c'est quand même très rentable. Et on voit, donc là vous avez la séquence spéciale silicone, on voit l'intégrité des prothèses mammaires, hein, on n'a pas de signe de rupture intra-extracapsulaire, on reverra les différents signes de rupture intra-extracapsulaire. Mais là, vous voyez qu'il y a une collection périprothétique et sur les séquences injectées, on avait un rehaussement périprothétique qui est propre à la capsulite. La collection périprothétique n'est pas forcément pathologique, mais quand elle est associée à des signes inflammatoires cliniques et une prise de contraste au temps tardif, elle est plus pathologique. Alors les non-indications, l'IRM ne remplace pas l'exploration conventionnelle. Une patiente ne doit pas venir en IRM mammaire si elle n'a pas eu de mammo-écho. C'est aussi valable pour les patientes dans le cadre du dépistage des femmes à haut risque. Il faut coupler toujours l'IRM au mammo-écho parce que ce sont des techniques complémentaires. Ne pas faire d'IRM mammaire pour les lésions écho-mammo-BI-RAS 4 ou 5, puisque c'est des lésions qu'on doit biopsier. Surtout dans le cadre des microclassifications, parce que l'IRM mammaire n'est pas un bon examen dans cette indication. Et donc, l'IRM ne remplace en aucun cas les prélèvements percutanés, et souvent, ça fait perdre du temps. Ça nous arrive souvent de voir des patientes qui ont été explorées en ville pour une anomalie clinique, une anomalie clinique franche. Bon. Alors, oui, on doit faire une IRM mammaire quand on n'a pas d'explication mammo-écho, mais il faut quand même bien chercher l'explication mammo-écho parce que souvent, faire une IRM mammaire, ça fait perdre du temps à tout le monde. Là, je me souviens d'une patiente qui était claustrophobe, qui n'avait pas dit à son radiologue et qui a mis 3 mois avant de venir nous voir. Bon, voilà, on a perdu beaucoup de temps. C'est dommage. Donc, il faut bien poser les indications et essayer toujours de répondre d'abord en mammo-écho et de biopsie, avoir la biopsie facile en scénologie. La surveillance systématique des prothèses n'est pas une indication, uniquement en cas de suspicion de complications et jamais d'IRM mammaire en première intention sur un sein inflammatoire. D'abord un traitement médical d'épreuve et une biopsie avec preuve d'un carcinome. Et dans un écoulement mammaire pathologique, on fait d'abord une mammo-écho, souvent on peut retrouver un petit papillome, avant de faire l'IRM mammaire. On ne le fera que si on ne retrouve pas d'explication mammo-écho. Alors maintenant la technique. Donc il faut un champ assez élevé, minimum un 5 Tesla, pour augmenter le rapport signal sur bruit, pour améliorer la perception du rehaussement. Donc il a la principale chose qu'on recherche en IRM. Utiliser une antenne dédiée, explorant les deux seins. Il faut que la patiente soit installée sur le ventre, qu'elle soit bien installée, confortable. Donc elle a un bon relâchement musculaire et qu'elle a une respiration peu ample, douce, pour éviter des artefacts de mouvement qui sont les plus fréquents en IRM mammaire. Donc il faut bien lui expliquer ça en installant et il faut que les seins soient bien maintenus, sinon on aura un ballottement du sein et des examens ininterprétables sur les séquences dynamiques. Il faut qu'il soit légèrement comprimé mais pas trop parce que si vous comprimez le sein en périphérie, vous pouvez masquer des rehaussements lésionnels périphériques. Donc faire très attention à ça aussi, notamment dans les seins volumineux. Donc le moment de l'examen, il faut choisir une période non congestive, donc ça c'est pour les femmes en âge de procréer et les femmes sous THS. Donc les femmes en âge de procréer, on recommande de faire l'examen la 2e semaine du cycle. Ça c'est valable pour les patientes qui sont programmées depuis longtemps pour une IRM, donc dans le cadre du dépistage, ou pour les indications peu urgentes, comme les suspicions d'asymétrie focale, mais on n'y croit pas trop en mammo-écho, là pourquoi pas, on peut essayer de programmer bien l'examen. Après, dans tout ce qui est bilan initial d'un cancer du sein, évidemment, on ne fait jamais attention à ça. On fait avec. Est-ce qu'il faut arrêter systématiquement le traitement hormonal substitutif de la ménopause? Oui, quand on a une lésion suspecte en écho-mammo, puisque c'est une contre-indication médicale. Sinon, l'arrêt n'est pas obligatoire. On peut faire l'examen, quitte à le recontrôler 3 mois plus tard, si on a des rehaussements matriciels
qui peut-être sont dues au traitement hormonal. Aussi un autre message qui me paraît important, mais qui est une contre-indication relative, c'est d'éviter de biopsier juste avant l'IRM. Parce qu'on peut avoir, après une biopsie, des remaniements inflammatoires et on ne saura pas trop comment l'interpréter. Hein, ça peut nous embêter, nous faire perdre du temps, demander à recontrôler l'examen, etc. Donc dans une prise en charge initiale de cancer du sein, si on peut, bien sûr, pas tout le temps, nous on ne peut pas toujours faire ça, on évite de biopsier juste avant. Si vous voyez la patiente le jour même, qu'elle a son IRM le jour même, c'est mieux de la reprendre après l'IRM. Déjà, vous aurez une meilleure vue d'ensemble, vous saurez plus où cibler les lésions s'il y a plusieurs biopsies à faire. Et puis, en plus, vous n'aurez pas de remaniement imputable à votre biopsie. Parce qu'on peut avoir des petits rehaussements canalaires après une biopsie qui peuvent être très... c'est rare, mais ça existe. Donc, ça peut vous compliquer la vie. Une semaine, ça suffit? Oui, en général, une semaine, c'est pas mal. Mais si vous avez un gros hématome, ça suffit pas. Donc, voilà. On fait les coups, on voit l'hématome. Oui, voilà, après vous en sortez comme ça. Et puis bon, un hématome, c'est un aspect typique en IRM, donc vous en sortez comme ça. Mais l'hématome, ça va, c'est plus les rehaussements inflammatoires satellites qui peuvent vous enquiquiner. Donc il n'y a pas de règle. Voilà, c'est comme vous pouvez. Nous, honnêtement, quand on peut, on le fait, mais sinon, tant pis, hein, on a rarement des problèmes, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Donc, et l'effet résiduel des THS, ça va être combien de temps en moyenne, le temps de laisser? Alors normalement, il faut arrêter 6 semaines à 8 semaines avant. Si on veut vraiment faire notre examen en dehors de toute imprégnation hormonale, c'est 6 à 8 semaines. Non, ça va être responsable d'une turgescence. Exactement, d'un rehaussement matriciel. Ensuite, les différentes séquences. Donc, vous avez deux types de séquences, les séquences morphologiques et les séquences dynamiques injectées. Donc, en morphologie, on fera de l'axial T2 en turbospin écho avec ou sans saturation de graisse. Il n'y a pas de recommandation. Nous, on les fait sans. Parce que c'est vrai que quand on sature la graisse en T2, tout paraît très très blanc en T2 et on n'a plus trop de discrimination. Donc, entre un signal tumoral, un kyste, voilà, je trouve que c'est un petit peu moins agréable. L'axial T1 turbospin écho, donc là pour le coup sans saturation de graisse, hein, puisqu'on recherchera un hypersignal T1 sur ces séquences-là, qui est en général preuve de bénignité, donc on verra ça. Et puis les séquences spéciales silicone pour les prothèses uniquement en silicone. Toujours demander à la patiente si elle a des prothèses en sérum physiologique ou en silicone avant de l'installer dans l'IRM. Les séquences dynamiques, donc on fera du 3D T1 en écho de gradient avec suppression de graisse. Donc c'est des séquences qui n'ont pas une très très bonne résolution spatiale, mais qu'on peut quand même reconstruire dans les différents plans. On peut faire du MIP, du volume, donc c'est intéressant pour le chirurgien d'avoir ces séquences-là. Chaque acquisition dure 1 à 2 minutes et on en fait sur 8 minutes. Donc c'est-à-dire qu'à 0 minutes, on fait une première acquisition à blanc, sans injection. À la fin de la première acquisition, on injecte le produit de contraste. Et toutes les 1 à 2 minutes, on fait une acquisition pour avoir une étude dynamique, pour permettre la reconstruction de courbes de rehaussement. On peut intégrer à ces séquences injectées des sagittales en 2D qui auront une meilleure résolution spatiale, mais qui ne pourront pas toujours explorer les deux seins. Parce qu'on peut être embêté sur des gros seins, on aura une mauvaise saturation de la graisse. Donc sur des petits seins, on peut le faire sur les deux seins, mais sur des seins volumineux, on n'aura pas un très bon rendu. Mais nous, on le fait en systématique, en tardif, c'est-à-dire à la fin de l'acquisition, on remplace la 8e acquisition par un sagittal 2D. Pourquoi on fait des échos gradients? Pourquoi on fait de l'écho de gradient? Tout simplement, je pense, pour pouvoir le faire du 3D et reconstruire. Pour la rapidité, non? La rapidité aussi, pour éviter les artefacts, effectivement. C'est plus rapide, donc moins d'artefacts. Alors, l'épaisseur de coupe, donc il est recommandé de faire du moins de 3 mm parce que plus on augmente l'épaisseur de coupe, plus on lisse les images. Et moins on aura une bonne résolution spatiale. Donc on fait du 2 mm, comme je dis. Ensuite, comment on analyse une IRM mammaire? Alors, en premier, on recherche un rehaussement pathologique. On commence toujours par regarder les premières soustractions. On sait que les lésions invasives vont avoir un rehaussement précoce et intense les 2 premières minutes. Donc on va regarder les 2 premières séquences injectées pour dépister des lésions invasives. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder que ça. Il faut commencer par regarder ces deux-là et ensuite, si elles sont négatives, on continue jusqu'à la 8e. D'accord ?
on regarde toujours une soustraction accompagnée de la native, c'est-à-dire la séquence non soustraite, pour vérifier la réalité de ce rehaussement, parce qu'on peut avoir des artefacts de déplacement chimique qui nous créent des pseudo-prises de contraste sur les soustractions, quand il y a eu des mouvements pendant l'examen. Donc toujours vérifier que le rehaussement existe bien sur les séquences natives, et puis on analysera sa morphologie sur les séquences natives. Ensuite, on fera des courbes de rehaussement. Je vous expliquerai les différentes courbes qu'on a, dans quel cas on les utilise. Quand on a un rehaussement pathologique, on va l'analyser conjointement, donc de façon morphologique, en T1 et en T2. On va rechercher des signes typiques de bénignité en T1 et en T2 pour pouvoir essayer de classer les lésions ACR2 dans la mesure du possible. Et puis, enfin, une séquence dont je ne vous ai pas parlé, qui est optionnelle, c'est la diffusion. Nous, on la fait systématiquement, non pas pour le sein, mais plus pour tout ce qui est satellite. Donc, ça permet de dépister des localisations osseuses. Souvent, on peut avoir des petites prises de contraste ternales dans un bilan initial de cancer du sein, malheureusement, pour détecter les ganglions, donc surtout en mammaire interne, qui ne sont pas des choses très grosses en général. On aura plus de facilité à les détecter en diffusion. Tout de suite, ça s'allume, vous avez un hypersignal franc en diffusion, et vous allez regarder vos séquences en T2 et en T1, et puis les séquences injectées natives pour vérifier s'il y a bien un ganglion ou si c'est quelque chose autre. Voilà, c'est plus de la détection. Alors, vous n'avez pas de rehaussement sur vos séquences injectées, vous pouvez classer l'examen ACR2. Vous pouvez vous affranchir de regarder les séquences en T1 et en T2. Après, vous allez tout regarder, bien sûr, mais vous pouvez classer votre examen ACR2. Vous avez un rehaussement pathologique, vous allez regarder les séquences morphologiques en T1 et en T2. Si vous n'avez pas de traduction en T1 et en T2, c'est qu'il s'agit soit d'un focus quand le rehaussement fait moins de 5 mm, soit d'un rehaussement non masse quand le rehaussement fait plus de 5 mm. Si vous avez une anomalie tinelle en T1 et T2, il s'agit d'une masse. Donc ça, c'est pour commencer à utiliser le lexique Beirat, pour que tout le monde se comprenne et ait le même langage. Donc en premier, voilà comment on s'installe en général. On met notre écran en 4. Vous mettez en haut à gauche les soustractions, de la plus précoce à la plus tardive. À côté, la séquence injectée native correspondante, et le T2 et le T1 correspondant. Donc d'abord, vous regardez s'il y a un rehaussement. Donc là, clairement, vous avez un rehaussement pathologique. Vous regardez sa tête, entre guillemets, en T1 et en T2. Donc vous allez analyser, donc là il s'agit d'une masse, puisqu'on a une traduction en T2 et en T1. Vous allez analyser ses contours, sa forme et son rehaussement. Ça, on verra aussi tous ces critères-là. Voilà. Donc sachant que si vous n'avez pas sur la première soustraction, vous n'avez pas de rehaussement, vous continuez ainsi de suite. Vous changez, vous mettez la deuxième native, etc. Vous allez jusqu'au bout de l'examen, vous regardez les 8 séquences soustraites. Donc là, on avait une masse irrégulière, de contours irréguliers, qui avait un hypersignal T2 franc, en hyposignal T1 et un rehaussement pathologique très hétérogène. Donc il s'agissait d'un carcinome mucineux qui a la particularité d'avoir un hypersignal T2 franc. L'hypersignal T2 franc en général est un signe de bénignité, mais pas toujours, on le reverra. Alors les pièges et artefacts. Donc les artefacts les plus fréquents, c'est les artefacts de mouvement, le mouvement de la patiente, de sa respiration. Les artefacts de battement des structures vasculaires, donc le cœur principalement, mais aussi les vaisseaux axillaires, donc le long du cottage de phase. Tout ce qui est aliasing, donc ça c'est plutôt un artefact qu'on recherche pour repérer les clips, les sutures. Les artefacts de déplacement chimique qui vont créer des pseudo-prises de contraste, comme ici. Là, vous avez une pseudo-prise de contraste le long du pectoral, mais c'est un artefact de déplacement chimique qu'on retrouve ici aussi à la peau. Et le décalage des images en soustraction. Donc, ce pourquoi il faut toujours comparer aux images natives pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une pseudo-prise de contraste, mais bien d'un rehaussement pathologique. Là, vous avez des artefacts de battement cardiaque qui gênent beaucoup l'exploration des creux axillaires. Donc ça, voilà, ça c'est malheureusement, on vit avec un peu au quotidien. En général, toutes les séquences ne sont pas artefactées. On s'en sort toujours un peu mieux sur les séquences morphologiques en T2. Alors, les pièges et artefacts, donc les faux positifs, c'est-à-dire les prises de contraste matricielles. Donc ça, c'est le quotidien de l'IRM mammaire. Donc chez une femme jeune ou qui est sous THS, il ne faut pas hésiter à recontrôler l'examen en période plus adaptée, donc la deuxième semaine du cycle, et après l'arrêt du THS,
pour les femmes sous THS. Donc là, vous avez une patiente jeune